Bonjour à tous. Il exploite 500 hectares de blé et de maïs dans le Loiret, préside le holding Sophie Protéol qui représente les intérêts des producteurs de tournesol et de colza. Et depuis 2010, il est le premier céréalier à diriger la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Mardi dernier, plusieurs milliers d'agriculteurs sont venus manifester à Paris, mais un peu partout en France, pour protester contre l'empilement des contraintes qui les empêchent de travailler correctement. De quelles contraintes parle-t-il exactement ? Beaucoup de contraintes réglementaires sur le droit de l'environnement, sur des délais qui s'allongent lorsqu'un agriculteur veut investir. On est venu dire en fait au gouvernement, attention, il y a un discours aujourd'hui autour de la croissance, de l'emploi, de l'initiative finalement, de l'audace, et on bride le monde agricole qui aujourd'hui génère lui-même, en amont et en aval, évidemment beaucoup d'activités. Il faut juste rappeler un chiffre parce que c'est important. On a près de 3 500 000 emplois qui dépendent aujourd'hui du secteur agricole. Si on détruit une partie de la production, ou plus exactement si on ne lui permet pas de se développer, en cascade, dans l'agrofourniture, dans l'agroalimentaire, dans les services qui gravitent autour, on a forcément des conséquences négatives. Donc on est en plein dans le débat sur la nécessité de simplifier les normes qui pèsent sur l'économie française. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de Alors, il y en a un contraintes qui va faire sourire vos auditeurs, c'est que l'Europe a légiféré sur les hauteurs d'escabeau ou les hauteurs d'échelle pour les jeunes mineurs qui sont en apprentissage. C'est 3 mètres en Allemagne, c'est 40 cm en France. Donc cherchez l'erreur. Je prends un autre exemple. Nous avons inauguré vendredi matin une unité de biogaz à partir de déchets agricoles, des fluides d'élevage, avec Gérard Mestralet, le président de GDF, le ministre de l'Agriculture, 5 ans et demi avant de voir ce projet sortir de terre. Donc ces délais-là aussi, nous les contestons parce que, de fait, on n'est pas dans un élan, on n'est pas dans une dynamique qui est partout revendiquée d'ailleurs. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Un projet comparable en Allemagne serait sorti de terre en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Alors, on a beaucoup travaillé avec Guillaume Poitrinal et avec Thierry Mandon pour justement mettre sur la table un certain nombre de sujets qui ne coûtent rien d'ailleurs, qui sont vraiment des simplifications au sens vraiment littéral du terme. Oui, Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon qui ont été chargés par le président de ce chantier de la simplification. Oui. Lors de ces manifestations, il a beaucoup été question également du projet de loi d'avenir pour l'agriculture qui sera débattu dans les jours qui viennent à l'Assemblée. En seconde lecture, oui. Qu'attendez-vous de ce texte et en matière de simplification, est-ce que vous espérez des améliorations justement? Alors ce qu'on attend de ce texte d'abord, c'est qu'il redonne un cap à l'agriculture française. Je rappelle quand même que nous étions la première économie agricole d'Europe, la deuxième du monde, notamment sur les exportations. On est passé à la 5e place en termes d'exportation. Donc on a un léger déclin, enfin un déclin mais sur plusieurs années. C'est pas lié d'ailleurs à ce gouvernement, hein, ça remonte à plusieurs années en arrière. Ça n'est pas acceptable. Donc il faut redonner des perspectives à l'agriculture française, mais en même temps il faut professionnaliser cette agriculture. C'est ce que nous demandons au ministre. Par exemple, nous n'avons pas de statut de l'agriculteur professionnel en France. N'importe qui peut s'installer agriculteur dès lors qu'il cotise au régime social agricole. Nous demandons une qualification professionnelle de l'exploitant et de l'entreprise agricole. Par ailleurs, vous savez qu'on a beaucoup de difficultés en France sur le foncier agricole. On a besoin là-dessus aussi d'avoir quelques règles, notamment avec les collectivités, avec les aménageurs. On demande ce qu'on appelle une compensation agricole, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on évite au maximum de pomper de la terre agricole pour en faire d'autres usages. Là-dessus, il y a un gros chantier. Et puis, on a un troisième niveau qui est plus économique, qui renvoie d'ailleurs à ce que le ministre veut faire lui-même, c'est-à-dire, il dit dans ses attendus, produire plus, produire mieux. Nous sommes en phase là-dessus. Simplement, sur les moyens d'y parvenir, attention, on a la chance en France d'avoir une agriculture très diversifiée, avec des territoires très divers, mais aussi avec des productions qui sont à la fois sur des marchés internationaux très concurrentiels, mais aussi des marchés de proximité à haute valeur ajoutée. Il faut consolider tout ça, mais dans une dynamique et pas avec ce qu'on entend ici ou là, une espèce de décroissance, fût-elle durable. Vous avez écrit un courrier récemment à Manuel Valls pour le sensibiliser à la situation des producteurs de l'agroalimentaire et des productions agricoles également, en raison de la guerre des prix qui fait rage dans la grande distribution. Oui. Ça veut dire que la situation continue de se dégrader de votre point de vue? Oui. Oui, alors nous l'avons écrit d'ailleurs en collaboration avec les entreprises coopératives et les entreprises privées, simplement parce que, bon, on a une loi qui s'appelle la loi Hamon, qui a revu un certain nombre de dispositifs qui étaient censés assainir, mais on s'est aperçu que quelques semaines après le bouclage des négociations, donc après le 28 février, qui est la date de clôture, beaucoup de fournisseurs ont été rappelés par les enseignes pour leur demander ou des baisses de tarifs ou des compensations de marge.
C'est pas acceptable. On est aujourd'hui dans une forme contractuelle que nous souhaitons pouvoir faire respecter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on détruit de la valeur. Alors, qu'on rassure nos auditeurs. On ne manquera pas de produits alimentaires en France. La vraie question aujourd'hui qui nous est posée, c'est de savoir si le Made in France a encore du sens ou non. Et tout ça se tient. Ce que nous avons dénoncé il y a 2 jours à travers ces excès de réglementation, finalement une pression très forte sur les prix agricoles en France, des cahiers des charges qui sont quand même assez contraignants, nous font dire aujourd'hui, attention, on ne peut pas être à la fois dans un monde concurrentiel très ouvert, par exemple avec le traité ou le futur traité transatlantique, et en même temps avoir des conditions de production franco-françaises qui sont de plus en plus contraignantes. Quelles sont les filières les plus fragilisées aujourd'hui? Je pense que globalement, c'est d'abord les filières fruits, légumes, horticulture, et les filières élevage qui, globalement, souffrent le plus. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont exposées à une compétitivité coût, le coût du travail, mais aussi les normes, je le rappelle. Et puis il y a une compétitivité hors coût. Ça, c'est toute la dimension justement réglementaire que nous contestons aujourd'hui, sur laquelle je pense que les pouvoirs publics doivent avoir une attention singulière. Manuel Valls a répondu à votre courrier? Alors, pas encore, mais lui directement non. Nous attendons justement un rendez-vous qui pourrait réunir l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire aussi bien les producteurs que les transformateurs et les distributeurs. Je crois qu'avec les enseignes, nous ne cherchons pas le conflit. Ce que nous cherchons, c'est au fond peut-être à rééquilibrer les relations d'une part, mais surtout à nous dire de manière un peu collégiale, dans un pays qui s'appelle la France, où on a un taux de chômage qui est très important, où on a des enjeux sur le plan économique qui sont très lourds, est-ce que ce secteur agricole, agroalimentaire présente encore un intérêt? Nous pensons que oui, parce que d'abord c'est une source d'équilibre, je le rappelle, sur le plan social, c'est aussi une source d'équilibre sur le plan de la balance commerciale. Pas oublier que nous sommes pratiquement le premier poste en termes de balance nette sur nos exportations, qui ramènent quand même des devises très importantes pour la France. Vous appelez une sorte de grand Grenelle de oui, je me méfie des termes. Moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique. Je crois qu'on a besoin surtout de se parler. Ce qui est regrettable, c'est qu'on doive le faire en présence des pouvoirs publics. Moi, j'appelle plutôt l'ensemble des partenaires de la filière à nous réunir régulièrement. On n'est pas sur un champ d'entente, on est simplement à construire des relations équitables d'un bout à l'autre de la filière. Merci beaucoup, Xavier Belin. Merci à bientôt. À vous.